Bonjour, bienvenue à cette première capsule du réseau d'analyse stratégique, qui est un incubateur de recherche pan-canadien sur les questions de sécurité et de défense au 21e siècle et qui rassemble une soixantaine de chercheurs et chercheuses issus de 18 universités canadiennes. Le thème est vaste, le réseau aussi. Alors, nous aurons plusieurs fois l'occasion d'approfondir des enjeux spécifiques avec les membres du réseau dans cette série de capsules. Et pour briser la glace, j'aborde l'enjeu de l'égalité de genre et de la diversité dans le champ des affaires stratégiques et militaires avec mes deux premières invitées, Gaëlle Rivard-Piché, qui est scientifique pour le ministère de la Défense du Canada. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Et Isabelle Caron, professeure à l'École d'administration publique à l'Université Dalhousie. Bonjour Isabelle. Bonjour. Le gouvernement Trudeau et le premier ministre lui-même se déclarent féministes. L'égalité des genres au sein du gouvernement, y compris au sein des forces armées, est un objectif recherché. Mais c'est depuis aussi loin que 1995 que le gouvernement fédéral s'est engagé à promouvoir l'égalité de genre grâce à l'ACS+, un terme jargon bureaucratique pour l'analyse comparative entre les sexes plus. Bien concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, peut-être avant de parler de l'ACS+, on pourrait raconter un peu l'histoire de l'outil pour bien comprendre d'où il vient. Mm-hmm. Donc, comme vous le disiez, pour atteindre la parité puis créer une société qui est un peu plus inclusive, le gouvernement fédéral canadien s'est engagé en 1995 dans le cadre de la ratification du programme d'action de Beijing de mettre en œuvre un outil qui permettait de faire avancer l'égalité entre les sexes au Canada. Donc, au début des années 2000 environ, le gouvernement canadien a lancé ce qu'il appelait à l'époque l'analyse comparative entre les sexes, donc l'ACS, qui est l'ancêtre de l'ACS+, qu'on connaît aujourd'hui, qui est un outil qui visait la prise en compte des différences entre les sexes dans l'élaboration des programmes des politiques et visait aussi l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. En 2011, le ministère Conditions féminines Canada a modernisé son approche et a introduit ce qu'on connaît aujourd'hui comme la CS+, donc l'analyse comparative entre les sexes plus, qui permettait de prendre en considération d'autres facteurs identitaires en même temps que le genre. Donc, depuis 2016, les mémoires au cabinet, les présentations au Conseil du Trésor doivent obligatoirement au Canada inclure une ACS+, donc une analyse comparative entre les sexes plus. De plus aussi, Conditions féminines a élaboré un cours qui est accessible à tous, donc à tous les citoyens et aussi à tous les fonctionnaires, qui permet aussi d'enseigner les rudiments de l'outil et qui encourage les fonctionnaires à appliquer l'ACS+, à leur travail. Donc, qu'est-ce que c'est l'ACS+? L'ACS+, sert à évaluer, et là c'est la définition officielle du gouvernement, donc sert à évaluer les répercussions potentielles des politiques, des programmes ou des initiatives sur divers ensembles de personnes, femmes, hommes, ou autres groupes d'individus. Donc, la CS+ propose une série de questions à se poser avant d'entreprendre toute recherche ou toute activité qui permettent en fait de remettre en question les croyances ou les préjugés qu'un chercheur ou un analyste pourrait avoir. Et ça, évidemment, ça vaut pour tout ministère ou agence gouvernementale qui œuvre sur les questions militaires et stratégiques. L'égalité des genres, c'est un objectif politique, c'est un objectif administratif, principiel, mais qui aurait aussi, sur le plan bien pratique, des conséquences réelles sur le terrain. C'est ce que disent certaines études. Donc, dans le champ des affaires stratégiques et militaires, quels sont ces effets-là? Alors, la promotion de l'égalité des genres puis de la diversité, c'est la bonne chose à faire d'un point de vue normatif, mais on a aussi réalisé que c'est une approche qui est judicieuse à adopter en termes d'efficacité opérationnelle. On pense bien sûr à l'intégration des femmes puis des personnes racisées issues de communautés ethniques ou des Autochtones au sein des Forces armées canadiennes, mais on peut aussi penser à l'adoption systématique d'outils d'analyse qui vraiment vont permettre d'intégrer différentes variables comme le genre, mais ça peut vraiment varier, que ce soit la race, l'appartenance ethnique, les modes de vie, le type d'environnement, dans l'élaboration, la mise en œuvre, puis l'évaluation des politiques de défense et des plans d'opération militaires. Ça, c'est vraiment crucial parce que c'est vraiment deux considérations qui sont très importantes quand on parle de promotion de l'égalité des genres et de la diversité au sein de l'appareil militaire. D'abord, ça permet de mieux, autant l'intégration de femmes et de personnel de différentes origines permet vraiment
de s'adapter plus rapidement au contexte d'intervention, de prévenir puis de réduire les dommages collatéraux ou les conséquences imprévues de certaines activités. On sait par exemple que si on a des femmes qui sont intégrées à l'intérieur des unités militaires sur le terrain, généralement, on va avoir une meilleure collecte et analyse du renseignement qui va permettre à la fois de mieux planifier les activités sur le terrain, de protéger plus adéquatement autant nos propres troupes que les populations locales et aussi de, en fait, mieux comprendre les dynamiques qui se jouent. Quand on utilise des outils d'analyse qui permettent de prendre en compte des variables qui ne sont pas nécessairement traditionnelles dans l'outil de planification militaire, ça nous permet souvent de mieux comprendre la violence à laquelle les forces armées canadiennes, quand elles sont déployées, font face, leurs causes puis leurs vecteurs. Un deuxième élément qui est important quand on parle d'égalité des sexes et de diversité, c'est que ça renforce également l'idée d'une approche qui est plus collaborative puis intégrée avec différents partenaires. Parce que les forces armées ont un mandat clair, mais c'est un mandat aussi qui, à travers les années, s'est étendu et souvent, on va retrouver des acteurs militaires dans des environnements qui ne sont pas nécessairement traditionnels. On peut juste penser, par exemple, à l'opération Laser qui vient de se terminer au Québec et en Ontario, où des membres des forces armées ont été déployés dans des centres de soins longue durée en réponse à COVID, à la pandémie. Et ça, c'est important parce que c'est justement le type d'opération où une analyse intersectorielle, comme le décrit Isabelle, est extrêmement importante pour pouvoir, en fait, avoir une réponse adéquate sur le terrain. C'est la même chose, par exemple, dans le cadre d'interventions humanitaires où les forces armées sont appelées, par exemple, à aider avec la distribution de nourriture. Généralement, en travaillant avec des acteurs de la société civile ou avec des ONG, par exemple, les militaires vont être en mesure d'avoir une meilleure compréhension des dynamiques sur le terrain. Par exemple, après le tremblement de terre à Haïti, on a vite constaté que si les militaires et, de façon générale, les acteurs de la communauté internationale avaient tendance à beaucoup plus s'engager, les hommes qui étaient en charge des camps ou qui se mettaient eux-mêmes en charge des camps, c'était en fait les femmes qui avaient la meilleure information sur les besoins en termes alimentaires et sur la meilleure façon de distribuer l'aide alimentaire de façon équitable à l'intérieur des camps. Puis finalement, je pense qu'en considérant des différentes variables à travers l'outil ACS+, ça nous permet aussi de rétablir un certain équilibre entre ce que j'appellerais l'aspect des contributions militaires et des résultats. Les planificateurs militaires, les analystes stratégiques ont tendance à focusser énormément sur, par exemple, le nombre de troupes, le type de troupes nécessaires, le type de patrouilles qui vont être mises en place, le type de technologie, les tactiques, etc. Par contre, les opérations, leur résultat est évalué sur ce qui reste après. Et donc, c'est souvent l'amélioration de la sécurité, le retour aux activités quotidiennes. Et pour ça, il faut être capable de comprendre la population locale et il faut être capable d'évaluer l'impact des opérations sur différents groupes au sein de la population, pas seulement sur les groupes immédiats ou sur les plus visibles. Là, on va se rapprocher tranquillement du rôle du réseau d'analyse stratégique dans tout ça. Mais avant d'aller là, de façon générale, quel rôle pour la communauté scientifique? En fait, le rôle de la communauté scientifique, de façon générale, est toujours de faire avancer les connaissances scientifiques. La recherche que produit la communauté scientifique est vitale parce qu'elle permet de porter un regard critique, notamment dans ce cas-ci, aux outils qui sont élaborés par les divers gouvernements dans le but de pouvoir améliorer ces outils-là. Si on prend, par exemple, dans le réseau d'analyse stratégique, on a développé une stratégie d'intersectionnalité qui est propre au réseau. Et puis, cette stratégie-là va au-delà de la CS+, parce que cette stratégie-là, en fait, s'inspire des nombreuses études et de la recherche qui a été menée par la communauté scientifique. Et puis, elle tient compte aussi des différentes critiques qui ont été faites à l'endroit de la CS+. Parmi les principales critiques, si je peux me permettre, de la CS+, il y a plusieurs chercheurs, en fait, qui ont notamment reproché à la CS+, qu'une véritable approche intersectionnelle n'a pas nécessairement comme point de départ le genre, comme c'est le cas dans la CS+, du gouvernement fédéral. Le point de départ pour une analyse intersectionnelle varie selon la nature du projet ou la nature de l'initiative. Par exemple, dans certains cas, la langue pourrait être le point de départ ou un handicap physique pourrait aussi être un point de départ parce que ça pourrait s'avérer le principal facteur discriminant.
Aussi, la CS+, du gouvernement fédéral comprend qu'une seule catégorie de facteurs qu'on appelle les facteurs identitaires. Donc, tous les facteurs, en fait, sont mis dans la même catégorie. Mais la recherche universitaire nous a permis aussi d'identifier d'autres catégories de facteurs discriminants qui ne sont pas nécessairement des facteurs identitaires, mais qui viennent en fait contribuer à la discrimination qu'il peut y avoir à l'endroit de certains groupes ou sous-groupes dans la société. Parmi ces facteurs-là, dans notre stratégie d'intersectionnalité pour le réseau d'analyse stratégique, en fait, on identifie deux autres catégories de facteurs, entre autres les facteurs, ce qu'on appelle les facteurs les psycho-bio-neurophysiologiques, ou aussi une autre catégorie, les facteurs socio-économiques, qui ne sont pas nécessairement des facteurs identitaires, mais en fait qui sont des facteurs qui ont une influence sur la perception des gens ou la façon dont les différents individus vont percevoir les événements ou percevoir l'environnement. La première catégorie que vous avez nommée, qu'est-ce que ça peut être, par exemple? Bien, par exemple, en fait, dans les facteurs psycho-bio-neurophysiologiques, on pourrait inclure le sexe, parce qu'il y a une distinction entre le genre et le sexe. Le genre étant un facteur plus identitaire et le sexe étant un facteur plus biologique. On pourrait aussi inclure des distinctions comme des difficultés d'apprentissage. Ça pourrait entrer dans ça des gens qui souffrent d'anxiété. Tous les facteurs qui sont soit psychologiques, soit biologiques, neurologiques ou encore physiologiques. Parmi les facteurs physiologiques, un handicap physique pourrait faire partie de cette catégorie-là. Et même, en fait, l'apparence physique, parce qu'on sait, les recherches montrent de plus en plus qu'il y a de la discrimination qui est faite aussi tout simplement sur la base de l'apparence physique d'une personne. On commence à parler de plus en plus de la grossophobie, par exemple. C'est un bon exemple. Donc, en fait, on pourrait entrer ces facteurs-là dans cette grande catégorie-là. Donc, nous, en fait, on recoupe sous trois catégories, et non seulement sous la catégorie facteurs identitaires. En termes de ce que la recherche scientifique nous a apporté aussi dans ce cas-ci, on a pu démontrer que la CS+ propose aussi surtout une superposition des différents facteurs et non une véritable prise en compte de la relation qui existe entre les différentes catégories, parce que les catégories ne sont pas homogènes. En fait, on n'est pas seulement femme. On peut être femme faisant partie d'une minorité raciale, on peut être femme faisant partie d'une minorité linguistique. Donc, les facteurs, en fait, ne se superposent pas uniquement, mais ils sont en relation les uns avec les autres. Et en fait, la stratégie qu'on propose une prise en compte de cette relation-là qui existe entre les différentes catégories. Donc, le rôle de la communauté scientifique est de produire des connaissances qui nous permettent justement de jeter un regard critique sur les outils qui existent et d'innover en perfectionnant les outils en place pour les rendre plus efficaces et qui aient une meilleure portée. Donc, la communauté scientifique joue un rôle crucial à cet égard. Donc, on remet en question au besoin l'approche ACS+, de laquelle on a parlé au départ. Enfin, en tant que membre de la communauté scientifique, qu'entend faire le réseau d'analyse stratégique? Quel est son programme de recherche à cet égard-là? Pour débuter, en fait, je dirais que d'abord, le réseau se positionne comme se voulant réactif aux événements qui sont pertinents pour la sécurité internationale en relations internationales. Et donc, l'idée, c'est vraiment, en fait, je dirais même proactif de fournir une analyse rapide et presque momentanée qui est très, très pertinente pour le débat à un temps donné. Et c'est aussi l'autre principe qui guide les activités du réseau, c'est la créativité. Et c'est ce qui mène aussi à toute la question de la diversité. Le réseau a trois grands objectifs. D'abord, mobiliser la recherche innovante et multidisciplinaire. Deuxièmement, diffuser cette recherche-là auprès du gouvernement, des organisations partenaires puis du grand public. Puis finalement, former la prochaine génération d'experts et assurer le perfectionnement des jeunes chercheurs. Et tout ça doit être fait avec un souci particulier accordé à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Et il y a différentes façons que ces trois objectifs-là vraiment peuvent être accomplis et qui vont aller plus loin que d'autres réseaux semblables ou que d'autres initiatives précédentes. D'abord, je pense que c'est en assurant une diversité au sein même des experts qui sont représentés par le réseau. On parle déjà d'une communauté d'experts de plus de 60 personnes et c'est important de s'assurer qu'il y a une diversité autant en termes d'identité que aussi de perspectives théorique et méthodologique, et de même que d'expérience professionnelle.
Le domaine de la sécurité internationale, des études stratégiques, est en constante évolution, mais a longtemps été dominé par la recherche faite par des hommes blancs occidentaux. Je pense qu'on est rendu à un point en 2020 où c'est important d'avoir des perspectives plus critiques, une perspective beaucoup plus ouverte, puis d'avoir un dialogue entre ces différentes perspectives. On a vu une critique dans les dernières années des panels où on voyait seulement des hommes académiques, des hommes universitaires commenter sur différents sujets. Et ensuite, on a essayé d'intégrer des femmes et souvent, on voyait une ou deux femmes se joindre. Une des critiques qui a été faite, c'était que c'était souvent les mêmes femmes qui étaient invitées de panel en panel, d'événement en événement. La problématique ici, ce n'est pas qu'il n'y a pas de femmes en sécurité internationale ou dans les études stratégiques, c'est que ce sont toujours les mêmes questions sur les mêmes sujets qui sont posés et donc ce sont toujours les mêmes personnes avec la même expertise qui se retrouvent à l'avant de la scène. Alors, je pense que de poser des questions qui sont plus diverses, qui s'intéressent à différents angles est vraiment important pour réussir à hiérarchiser les études de sécurité. Deuxièmement, c'est important en l'organisation des événements et des différentes activités de promouvoir des approches théoriques et méthodologiques diverses, mais qui entrent en communication l'une avec l'autre. Et donc, on doit réconcilier discours critiques et traditionnels qui ont tendance un peu à être en vase clos. Puis, on a un panel, par exemple, sur l'équilibre de la puissance, puis un autre panel sur les approches critiques ou les approches postcoloniales. Essayons de combiner les deux et d'avoir une conversation qui va vraiment, en fait, promouvoir l'innovation et la créativité dans le domaine de recherche. Puis finalement, je pense que ça passe aussi par le type de format d'événement. C'est bien des ateliers en personne, mais je pense qu'avec la pandémie, entre autres, on a dû s'adapter, puis on doit continuer de le faire. Ça passe par des balados, ça passe par des vidéos, ça passe aussi par le type d'auditoire auquel on s'adresse. Est-ce qu'on reste dans notre communauté? Est-ce que c'est seulement pour les praticiens? Est-ce qu'on essaie de rejoindre les jeunes par rapport à quelles questions, etc.? Qui est-ce qu'on invite? Et donc, je pense qu'il faut vraiment se questionner sur la façon dont on veut que le savoir soit créé et soit partagé au sein de la communauté. Puis, je dirais d'un point de vue gouvernemental, sans me mettre à la place du ministère de la Défense, mais je dirais qu'il y a une soif pour des perspectives un peu différentes et pour de nouvelles idées. Puis c'est en donnant une nouvelle voix autant aux jeunes chercheurs, mais aussi à des gens qui proviennent de différentes communautés qu'on va vraiment réussir à avoir une conversation plus intéressante et beaucoup plus diversifiée. Donc, c'est vraiment une diversité, sans faire de jeu de mots, en tout genre. Absolument, oui.